Dans la lumière feutrée de la cabine de première classe, Adrien Dubois, un adolescent de 15 ans à la peau sombre, sentit son cœur s'accélérer alors que deux officiers de la police aéroportuaire s'approchaient de son siège, leur regard scrutateur posé sur lui. De l'autre côté de l'allée, Madame Claire Beaumont, une femme élégante aux cheveux blonds impeccablement coiffés, esquissa un sourire satisfait, ses lèvres peintes d'un rouge subtil mais éclatant. Elle croisait les bras, son sac à main de marque posé sur ses genoux, comme si elle venait de remporter une bataille silencieuse. Ce que personne dans cet avion ne savait, c'était que le père d'Adrien, M. Étienne Dubois, était le propriétaire majoritaire d'Aile d'Azur, la compagnie aérienne qui opérait ce vol vers Paris. Ce trajet, censé être un simple retour pour les vacances de printemps, allait devenir un moment inoubliable, marqué par l'injustice et la révélation. Adrien serrait son billet dans la poche de son sweat à capuche, orné du logo discret de l'Académie Saint-Exupéry, une école interne prestigieuse où il avait décroché une bourse grâce à ses excellentes notes. Ce siège en première classe était un cadeau de sa mère, Madame Camille Dubois, qui avait utilisé ses points de fidélité pour offrir à son fils ce luxe rare. « Tu mérites un peu de confort, mon chéri », lui avait-elle dit ce matin-là, en le déposant à l'aéroport, son sourire mêlant fierté et une pointe d'inquiétude. « Envoie-moi un message, quand tu atterris. Ta tante Sophie t'attendra. » Adrien avait acquiescé, levant les yeux au ciel avec cette exaspération adolescente qui masquait son affection. Il comprenait pourquoi sa mère ne l'accompagnait pas. Avocate spécialisée dans les droits humains, Camille était accaparée par une affaire cruciale à Lyon. Adrien avait prévu de porter une chemise soignée et un pantalon repassé, conscient des leçons de sa mère sur l'importance des apparences, surtout pour un jeune homme noir. Mais un camarade maladroit avait renversé du café sur sa tenue au petit déjeuner, le forçant à enfiler un sweat, un gant et des baskets. Pas le temps de se changer avant la navette pour l'aéroport. En s'asseyant à la place 2A, près du hublot, il rangea son sac à dos sous le siège, sortit un livre sur l'ingénierie aéronautique, une passion héritée de son père, et plongea dans sa lecture, rêvant de concevoir des avions. La cabine était encore à moitié vide lorsque Claire Beaumont monta à bord. Âgée d'une cinquantaine d'années, elle incarnait l'élégance parisienne. Tailleur Chanel, foulard Hermès, une assurance de femme habituée aux privilèges. Ses yeux se posèrent sur Adrien, et son sourire s'effaça, remplacé par une moue subtile. Sans un mot à l'adolescent, elle s'adressa à l'hôtesse, Sophie. « Excusez-moi, il y a une erreur, dit-elle, sa voix douce mais tranchante. J'ai réservé en première classe. » Sophie, perplexe, répondit « Oui, madame, vous êtes en première classe. » Claire inclina la tête vers Adrien, qui feignait de lire. « Mais tout le monde est-il à sa place ?» Le sous-entendu était clair. Sophie comprit, une lueur d'inconfort dans les yeux. « Puis-je voir votre billet ?» Claire le tendit avec grâce, ses ongles manucurés scintillants. Sophie vérifia et le rendit. « Vous êtes en 2B, à côté de ce jeune homme. » La bouche de Claire se pinça. Elle dévisagea Adrien, s'attendant à ce qu'il cède sa place, mais il offrit un hochement de tête poli et replongea dans son livre. « Vérifiez son billet aussi ?» insista Claire, baissant la voix, mais audible. Sophie hésita, puis demanda « Monsieur, votre billet, s'il vous plaît ?» Adrien, habitué à ses soupçons, tendit le document calmement. « Tout est en ordre. Monsieur Dubois est en 2A, confirma Sophie. Claire soupira bruyamment, rangeant son sac dans le compartiment supérieur avec des gestes exagérés, puis s'installa en gardant une distance maximale. « Ces billets coûtent une fortune, marmonna-t-elle. Comment n'importe qui peut-il être ici ?» Adrien se raidit, mais se tut, suivant les conseils de ses parents. « Garde ta dignité. » Il tourna une page, incapable de lire. Sophie tenta de désamorcer la tension. « Une boisson avant le décollage ?»« De l'eau, » dit Adrien. « Du champagne, Dom Pérignon, » commanda Claire. Alors que Sophie s'éloignait, Claire se tourna vers Adrien. « N'es-tu pas trop jeune pour voyager seul en première classe ?» Son ton insinuait. « Comment peux-tu être ici ?»« Ma mère m'a offert ce siège avec ses points, » répondit Adrien, laconique. « Charmant, » dit Claire, son sourire crispé. « Tout le monde accumule des points, je suppose. Mon mari et moi payons le plein tarif pour une certaine qualité. » En logeant, d'autres passagers remplissaient la cabine. Adrien remarqua leurs regards furtifs, certains curieux, d'autres suspicieux. Parmi eux, M. Laurent, un chef étoilé, s'installa 2 rangées derrière, observant discrètement. À côté,
Madame Élise, une enseignante à la retraite, lisait un roman de Duras. Claire sortit son téléphone, ponctuant son défilement de claquements de langue. Quand Sophie revint avec les boissons, Claire demanda bruyamment des détails sur le repas, insistant sur son intolérance au gluten et son aversion pour les plats trop exotiques. Adrien sirota son eau, pensant à ses amis parisiens qu'il retrouverait bientôt. Un message de son père arriva. « Bon vol, fiston. Surprise à l'arrivée. Je t'aime. » Adrien sourit, répondit, puis passa en mode avion. Claire remarqua son téléphone dernier cri. « Luxueux pour un étudiant, commenta-t-elle, sceptique. »« Un cadeau de mon père, » dit Adrien. « J'espère que tu as la facture. On vole beaucoup de téléphones. » Adrien crispa la mâchoire, mais resta neutre, habitué à ces insinuations. Les hôtesses commencèrent la démonstration de sécurité, et il se concentra sur elle plutôt que sur Claire. La cabine se remplit de voyageurs d'affaires et de vacanciers fortunés. Le capitaine annonça un retard pour trafic aérien, provoquant des soupirs. Claire appuya sur le bouton d'appel. Sophie revint. « Des sièges libres en première classe? J'ai besoin d'espace pour ma hanche. » Sophie vérifia. « Nous sommes complets. Un coussin aiderait-il » Claire accepta à contre-cœur. Elle se tourna vers Adrien, scrutant son livre. « C'est compliqué pour ton âge, non ?»« Pas vraiment. Je veux étudier l'ingénierie, comme mon père, » répondit-il. « Ambitieux, dit-elle, sarcastique. Il y a des programmes spéciaux, je suppose. »« C'est juste de l'ingénierie, » rétorqua Adrien. Claire arrangea son coussin, envahissant l'espace d'Adrien. « Désolé, » dit-elle sans sincérité, son coude le heurtant. Elle entama une conversation téléphonique bruyante. « Oui, Chantal, je vais à un gala de charité. Ces enfants de banlieue ont besoin de guidance. » Adrien mit ses écouteurs Bose, un cadeau parental, pour l'ignorer. Claire remarqua, quand Paul, un steward, lui demanda de raccrocher pour le décollage, elle pointa les écouteurs d'Adrien. « Et lui ?»« Mode avion », montra Adrien. Paul approuva. « Merci, monsieur. » Claire pinça les lèvres. À l'altitude de croisière, Adrien sortit sa tablette pour réviser. Claire s'exclama. « Tous les gadgets dernier cri, hein ?» Adrien ignora. « D'où vient cette tablette ?» insista-t-elle. « Un cadeau pour le tableau d'honneur, » répondit-il. Claire ricana. « Parents généreux. » Madame Élise intervint. « Insinuez-vous quelque chose ?» Claire rougit. « Juste une conversation. » Élise se tourna vers Adrien. « Excellent livre. Tu veux faire ingénieur ?»« Oui, à l'université, » répondit-il, reconnaissant. Claire appuya de nouveau sur le bouton d'appel. Paul revint. « Un autre champagne. Et surveillez mes affaires. Je vais aux toilettes. Sécurité. » Paul assura. « Tout est safe. » Claire rangea son sac en hauteur, un geste ostentatoire. Élise murmura à Adrien. « Ne la laisse pas t'atteindre. Brille par ton excellence. »« Merci. Mes parents disent pareil, » répondit-il. Leur échange fut interrompu par Claire, agacée de les voir discuter propulsion. Elle appela Sophie. « Son sac prend mon espace. » Sophie vérifia. « Il est bien rangé. » Mais à Adrien, « Pouvez-vous l'ajuster ?» Il obéit. Claire murmura. « Je ne suis pas à l'aise ici. Vous savez pourquoi ?» Sophie proposa un échange privé, mais Claire insista. « J'ai payé cher pour ce confort. » Élise s'indigna. Elle insinue des préjugés raciaux. C'est inacceptable. Laurent ajouta. « Ce garçon lit et travaille. » Laissez-le. Claire, acculée, appela encore. « Je veux le capitaine. » Je ne me sens pas en sécurité. Il fait des gestes suspects. Adrien, choqué, n'avait presque pas bougé. Paul répondit. Aucun comportement préoccupant. Claire insista. Il fouille son sac. J'ai vu des incidents aux infos. La tension monta. Élise se leva. C'est du harcèlement racial. Claire protesta. Ce n'est pas ça. Il a des gadgets coûteux, suspects. Adrien répondit. Mes parents travaillent dur. Ils récompensent mes efforts. Laurent grogna. Laissez-le. Claire exigea un autre siège. Sophie. Seulement en économique. Claire s'indigna. J'ai payé des milliers. Paul. Lui aussi a droit d'être ici. Claire sortit son téléphone, menaçant d'enregistrer. Paul l'arrêta. Filmer un mineur est illégal. Woman ça? Mais Claire avait déjà posté une photo d'Adrien sur Twitter, l'accusant d'être suspect. Un message de Jules alerta Adrien. Ta photo est virale. Il sentit la panique monter. Le capitaine annonça. Nous retournons à la porte pour une situation à bord. Claire sourit.
croyant avoir gagné. Adrien texta son père. On retourne à la porte à cause d'elle. Désolé. Réponse immédiate. Ne t'excuse pas. Je m'en occupe. L'avion s'arrêta. La porte s'ouvrit et 2 officiers montèrent, suivis d'un manager. La confrontation atteignait son apogée et Adrien, ignorant l'influence de son père, sentit l'injustice peser lourdement. La porte de la cabine s'ouvrit avec un cliquetis métallique et un courant d'air frais s'infiltra dans l'atmosphère tendue de la première classe. Adrien Dubois, toujours assis à la place 2A, sentit son pouls s'accélérer alors que 2 officiers de la police aéroportuaire, suivis d'un homme en costume sombre portant l'insigne d'Aile d'Azur, pénétraient dans l'avion. Les regards des passagers convergeaient vers lui, certains empreints de curiosité, d'autres de malaise. Madame Claire Beaumont, droite comme une statue dans son tailleur Chanel, affichait un air de triomphe, convaincue que ses plaintes répétées avaient enfin porté leurs fruits. Elle ne savait pas encore que la vérité, comme un boomerang, allait bientôt la frapper de plein fouet. Ce que personne dans la cabine ne pouvait prévoir, c'était l'arrivée imminente des parents d'Adrien, M. Étienne et Mme Camille Dubois, 2 figures aussi redoutables que déterminées, prêtes à transformer cette humiliation en une leçon retentissante. Adrien serrait sa tablette contre sa poitrine, l'écran affichant toujours le message de son ami Jules. « Ta photo est virale. Cette femme t'accuse de vol sur Twitter. » L'adolescent n'avait pas encore eu le temps d'ouvrir le lien, mais l'idée que son image circulait sur les réseaux sociaux, accompagnée d'accusations infondées, lui donnait la nausée. Il avait grandi avec les mises en garde de ses parents sur les préjugés auxquels il serait confronté en tant que jeune homme noir, mais jamais il n'avait imaginé être au centre d'une telle tempête, surtout pas dans la cabine feutrée d'un avion de première classe. Pourtant, il se força à respirer lentement, se remémorant les paroles de son père. « Reste calme, Adrien. La vérité trouve toujours son chemin. » Il ignorait encore ce que signifiait le message de son père. « Je m'en occupe », mais il sentait que quelque chose d'important se préparait. L'un des officiers, un homme robuste aux cheveux grisonnants, s'approcha de l'allée centrale. « Monsieur Dubois ?» demanda-t-il, sa voix ferme mais neutre. Adrien hocha la tête, se levant à moitié de son siège. « Oui, c'est moi. » Claire Beaumont, toujours assise à côté, croisa les bras, un sourire satisfait aux lèvres. « Enfin » murmura-t-elle, assez fort pour que Sophie, l'hôtesse, qui se tenait à proximité, l'entende. Sophie échangea un regard inquiet avec Paul, le chef de cabine, qui observait la scène avec une prudence professionnelle. L'autre officier, une femme plus jeune aux cheveux tirés en chignon strict, s'adressa à Claire. « Madame Beaumont, c'est bien vous qui avez signalé un problème ?» Claire acquiesça avec vigueur. « Absolument. Ce jeune homme agit de manière suspecte depuis le début du vol. Il a des appareils coûteux et je m'inquiète pour la sécurité de mes affaires. J'ai demandé à plusieurs reprises qu'on vérifie son billet et son comportement, mais l'équipage n'a rien fait. » Paul intervint, sa voix calme mais ferme. « Madame, nous avons vérifié le billet de M. Dubois. Il est en règle, et aucun comportement suspect n'a été observé de notre part. » Claire leva les yeux au ciel, exaspérée. « Vous n'allez pas me dire comment juger une situation. Je voyage en première classe depuis des années, et je sais reconnaître quand quelque chose ne va pas. » À cet instant, Madame Élise, l'enseignante à la retraite, se leva de son siège de l'autre côté de l'allée, ses lunettes glissant sur son nez. « Ce que vous jugez, madame, c'est la présence d'un jeune homme noir dans un espace où vous pensez qu'il n'a pas sa place. C'est du racisme pur et simple, et je ne suis pas la seule à le penser. » Un murmure d'approbation parcourut la cabine, venant de plusieurs passagers, dont M. Laurent, le chef cuisinier étoilé, qui hocha la tête avec un air de dégoût. Claire rougit, mais ne recula pas. « C'est scandaleux de m'accuser ainsi. J'ai simplement des inquiétudes légitimes. Il a une tablette, des écouteurs coûteux, et il voyage seul. Comment un adolescent peut-il se permettre tout cela ?» Adrien, sentant la colère monter, répondit d'une voix posée. « Mes parents m'ont offert ces objets parce que je travaille dur à l'école. Je suis à l'Académie Saint-Exupéry, et j'ai eu le tableau d'honneur. Ce n'est pas un crime d'être ici. » Sa réponse, claire et assurée, fit taire Claire un instant, mais elle se ressaisit rapidement. « C'est ce que tu dis ?» rétorqua-t-elle, son ton chargé de méfiance. « J'ai vu des reportages. On ne peut pas être trop prudent de nos jours. » Avant que la situation ne s'envenime davantage, l'homme en costume d'Aile d'Azur, qui s'était tenu en retrait, s'avança. Son badge indiquait M. Fournier, directeur des opérations aéroportuaires.
Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix autoritaire imposant le silence, nous sommes revenus à la porte pour résoudre une situation grave. Nous avons reçu des plaintes concernant un comportement discriminatoire à bord, ce qui est une violation sérieuse des politiques de notre compagnie. Claire sembla surprise, mais son sourire revint, pensant que Fournier parlait d'Adrien. Elle ne pouvait pas être plus loin de la vérité. À cet instant, la porte de la cabine s'ouvrit de nouveau, et deux silhouettes familières firent leur entrée. Monsieur Étienne Dubois, grand, imposant, vêtu d'un costume sur mesure qui trahissait son statut de magnat de l'industrie, entra avec une démarche assurée. À ses côtés, Madame Camille Dubois, élégante dans une robe bleu marine, portait une mallette en cuir qui semblait contenir bien plus que des documents juridiques. Leur présence fit taire la cabine. Adrien sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Il n'avait pas prévu de voir ses parents si tôt, et encore moins dans une telle situation. « Papa, maman » murmura-t-il, à peine audible. Étienne posa une main rassurante sur l'épaule de son fils, ses yeux sombres lançant un regard perçant à Claire. « Monsieur Fournier, merci d'avoir agi rapidement, » dit-il, sa voix profonde résonnant dans la cabine. Claire fronça les sourcils, confuse. « Et vous êtes » demanda-t-elle, son ton oscillant entre curiosité et défi. Étienne se tourna vers elle, son expression impassible mais intimidante. « Je suis Étienne Dubois, président et actionnaire majoritaire d'Aile d'Azur, et ce jeune homme que vous accusez sans preuve est mon fils. » Un silence choqué envahit la cabine. Le sourire de Claire s'effaça, remplacé par une pâleur soudaine. Sophie et Paul échangèrent un regard, visiblement mal à l'aise d'avoir été pris dans cette tempête. Camille, dont le regard perçant semblait capable de décrypter les intentions de quiconque, prit la parole. « Madame Beaumont, je suis Camille Dubois, avocate spécialisée dans les droits humains. J'ai été informée par mon fils et par des sources externes que vous avez non seulement harcelé un mineur, mais aussi publié une photo de lui sur les réseaux sociaux, accompagnée d'accusations diffamatoires. Savez-vous que cela constitue une atteinte à la vie privée, punissable par la loi française ?» Sa voix, calme mais tranchante, fit frissonner plusieurs passagers. Claire bafouilla. « Je n'ai fait qu'exprimer mes inquiétudes. Ce n'était pas personnel. »« Pas personnel ?» répéta Camille, haussant un sourcil. « Vous avez ciblé notre fils en raison de sa couleur de peau, l'accusant de vol et de comportement suspect sans la moindre preuve. Vous avez publié sa photo sur Twitter, le mettant en danger. Cela, madame, est personnel, et c'est illégal. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. À cet instant, une jeune femme assise quelques rangées plus loin, mademoiselle Inès, se leva. Elle portait un blazer décontracté et une écharpe colorée, ses cheveux bouclés encadrant un visage déterminé. « Excusez-moi, dit-elle, s'adressant à Camille. Je suis Inès Leroux, journaliste indépendante pour Le Monde. J'ai assisté à toute la scène depuis l'embarquement et j'ai enregistré une partie des échanges sur mon téléphone, avec l'accord des passagers autour de moi. J'ai également des captures d'écran de la publication Twitter de Madame Beaumont. Je peux les fournir si nécessaire. » Camille hocha la tête, un sourire discret aux lèvres. « Merci, mademoiselle Leroux. Cela sera très utile. » Inès poursuivit. « J'ai déjà contacté mon rédacteur en chef. Cette histoire mérite d'être racontée, non pas pour humilier, mais pour exposer les préjugés qui persistent, même dans des lieux aussi privilégiés que celui-ci. » Claire, visiblement secouée, protesta faiblement. « Vous ne pouvez pas diffuser cela. C'est une atteinte à ma vie privée. » Inès la regarda avec un mélange de pitié et de fermeté. « Madame, vous avez publié une photo d'un mineur sans son consentement. Vous avez accusé un innocent publiquement. Si quelqu'un a violé la vie privée ici, c'est vous. » L'officier féminin s'approcha de Claire. « Madame Beaumont, nous devons vous demander de nous accompagner pour clarifier cette situation. » Claire, paniquée, se tourna vers Fournier. « C'est ridicule. Je suis une cliente fidèle de votre compagnie depuis des années. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi à cause des accusations d'un adolescent. » Fournier, impassible, répondit. « Madame, nos protocoles sont clairs. Toute forme de discrimination ou de harcèlement à bord est prise très au sérieux, et les preuves suggèrent que vous avez outrepassé les limites. » Adrien, toujours debout près de son père, sentit une vague de soulagement, mais aussi une pointe d'angoisse. Il venait de réaliser quelque chose de troublant. « Papa, » murmura-t-il, « cette femme, je crois qu'elle est la mère d'un élève de Saint-Exupéry, Antoine Beaumont, de ma classe. » Étienne fronça les sourcils.
échangeant un regard avec Camille. « Tu en es sûr ?» Adrien hocha la tête. Il m'a parlé de sa mère, une femme d'affaires qui voyage beaucoup. Ça correspond. Camille posa une main sur son bras. « Ne t'inquiète pas, Adrien. Nous gérerons cela avec soin. » La révélation compliquait les choses. Adrien craignait que cette affaire ne crée des tensions à l'école, où il avait déjà du mal à s'intégrer parmi ses camarades, souvent issus de milieux aisés et majoritairement blancs. Antoine Beaumont, bien qu'il ne fût pas un proche, n'avait jamais été hostile. Mais Adrien redoutait que cette confrontation publique avec sa mère ne change la dynamique. Camille sembla lire ses pensées. « Nous parlerons à Antoine et à ses parents si nécessaire, » dit-elle doucement. « Mais pour l'instant, concentrons-nous sur ce qui se passe ici. » L'officier grisonnant s'adressa à Claire. « Madame, veuillez prendre vos affaires et nous suivre. » Claire, désormais rouge d'humiliation, ramassa son sac à main avec des gestes brusques. « C'est une honte, » marmonna-t-elle. « Vous entendrez parler de mes avocats. » Camille sourit froidement. « J'ai hâte de les rencontrer. Je suis certaine que le cabinet Dubois, associé, saura répondre à leurs arguments. » Les passagers murmurèrent, certains amusés, d'autres choqués par l'audace de Claire face à une avocate aussi redoutable. Alors que Claire était escortée hors de la cabine, Madame Élise s'approcha d'Adrien, posant une main réconfortante sur son épaule. « Tu as été incroyablement digne, jeune homme. Tes parents doivent être fiers. » Adrien esquissa un sourire timide. « Merci, Madame Moreau. J'ai juste essayé de rester calme, comme ils me l'ont appris. » Laurent, le chef cuisinier, ajouta. « Tu as plus de classe que cette femme, gamin. Si jamais tu passes par Lyon, viens à mon restaurant. Je te ferai un menu spécial, sur la maison. » Adrien rougit, gêné par l'attention. « Merci, monsieur Laurent. J'adore la cuisine lyonnaise. » Inès, la journaliste, s'approcha à son tour, son carnet à la main. « Adrien, avec ta permission et celle de tes parents, j'aimerais inclure ton point de vue dans mon article. Ce genre d'incident doit être mis en lumière pour provoquer un changement. » Étienne intervint. « Nous en discuterons, mademoiselle Leroux. Nous apprécions votre engagement, mais nous voulons protéger l'intimité de notre fils. » Inès hocha la tête. « Bien sûr. Voici ma carte. Contactez-moi si vous changez d'avis. » Fournier s'adressa à la cabine. « Mesdames et messieurs, nous vous prions d'excuser ce désagrément. Le vol reprendra sous peu, et nous vous offrirons une compensation pour ce retard. » Les passagers, encore sous le choc, commencèrent à discuter entre eux, certains exprimant leur indignation face au comportement de Claire, d'autres louant le calme d'Adrien. Sophie et Paul s'approchèrent pour s'excuser personnellement auprès de lui. « Nous aurions dû intervenir plus tôt, » admit Sophie, visiblement contrite. « Vous n'avez rien fait de mal, » répondit Adrien avec un sourire. « Vous faisiez votre travail. » Alors que l'avion se préparait à repartir, Étienne et Camille décidèrent de ne pas laisser Adrien poursuivre le vol dans cette cabine, où les regards des autres passagers, bien que majoritairement bienveillants, risquaient de le mettre mal à l'aise. « Viens, fiston, » dit Étienne. « Nous avons un jet privé qui nous attend. Ta mère et moi voulons rentrer à Paris avec toi. » Adrien écarquilla les yeux. « Un jet privé ? C'était ça, la surprise ?» Étienne rit doucement. « Une partie, oui. L'autre partie, c'est une visite au Bourget demain. Ils ont une exposition sur les nouveaux prototypes d'avions. » Adrien sourit, son amour pour l'aéronautique prenant le dessus sur l'humiliation qu'il venait de subir. Dans le jet privé, alors que les lumières de l'aéroport s'éloignaient, Camille s'assit à côté de son fils. « Je suis désolé que tu aies dû vivre ça, Adrien, mais je suis tellement fier de la façon dont tu as géré la situation. » Adrien haussa les épaules, un peu gêné. « J'ai juste suivi vos conseils. Restez calme, ne pas leur donner de raison de m'attaquer. » Étienne, installé en face, secoua la tête. « Tu as fait plus que ça. Tu as montré à tout le monde dans cette cabine ce que signifie être digne sous pression. » Camille ouvrit sa mallette et sortit une tablette, affichant la publication Twitter de Claire. Le post, qui avait déjà des centaines de retweets, montrait une photo floue d'Adrien, avec un commentaire insinuant qu'il était un jeune suspect avec des gadgets coûteux. Les réponses étaient partagées. Certains soutenaient Claire, reprenant des stéréotypes racistes, tandis que d'autres dénonçaient son comportement, certains mentionnant même le nom d'Aile d'Azur. « Ce poste doit être supprimé », déclara Camille. « Et nous allons exiger des excuses publiques. Mais plus important encore, nous allons utiliser cet incident pour faire avancer les choses. » Adrien fronça les sourcils. « Comment ça ?
Étienne répondit. Ta mère et moi avons discuté de créer une fondation pour lutter contre les discriminations dans les transports. Cet incident nous donne une plateforme pour commencer. Camille ajouta. Mais nous voulons ton avis, Adrien. C'est toi qui as vécu cela. Que veux-tu qu'on fasse? Adrien réfléchit un moment. Je ne veux pas que cette femme soit juste punie. Je veux qu'elle comprenne ce qu'elle a fait de mal. Peut être un programme où des gens comme elle apprennent à reconnaître leurs préjugés? Camille sourit, impressionnée. C'est une excellente idée. Nous pourrions travailler avec des associations pour créer des formations obligatoires pour les clients ou le personnel impliqué dans des incidents comme celui-ci. Étienne hocha la tête. Et en tant que président d'Aile d'Azur, je m'assurerai que notre compagnie soit la première à adopter ces mesures. Alors que le jet survolait la campagne française, Adrien regarda par le hublot les lumières des villages scintillant comme des étoiles. Il pensait à Antoine Beaumont, le fils de Claire, et à ce que cela signifierait de retourner à Saint-Exupéry après cet incident. Une partie de lui craignait les représailles, mais une autre, plus forte, était déterminée à ne pas se laisser intimider. Il pensa aussi à Inès, la journaliste, et à son offre de raconter son histoire. Peut-être que partager son expérience pourrait aider d'autres jeunes dans des situations similaires. Pour la première fois depuis l'embarquement, il sentit une lueur d'espoir. À l'aéroport, Claire Beaumont fut emmenée dans un bureau pour répondre aux questions des autorités. Selon les informations relayées plus tard par Fournier à Étienne, elle avait tenté de minimiser ses actions, mais les preuves, y compris les vidéos des passagers et les captures d'écran d'Inès, étaient accablantes. Aile d'Azur annonça qu'elle serait interdite de vol sur leur ligne jusqu'à nouvel ordre, et Camille prépara une plainte pour diffamation et atteinte à la vie privée d'un mineur. Mais, fidèle à l'idée d'Adrien, elle proposa une alternative. Au lieu d'une poursuite pénale immédiate, Claire pourrait participer à un programme pilote de sensibilisation aux préjugés conçu par la future fondation des Dubois. Le jet atterrit à Paris sous un ciel étoilé, et Adrien, entouré de ses parents, sentit le poids de la journée s'alléger légèrement. Il savait que ce n'était que le début. L'incident avait ébranlé sa confiance, mais il avait aussi réveillé en lui une détermination nouvelle. Alors qu'il descendait du jet, Camille serra sa main. Ce n'est pas juste que tu aies dû vivre ça, mais tu as transformé une injustice en une opportunité. Adrien hocha la tête, pensant aux jours à venir. Paris, avec ses boulevards animés et ses musées, l'attendait, mais plus encore, il attendait avec impatience la chance de faire une différence. Pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient été jugés à tort avant lui. Un mois après l'incident, qui avait secoué la cabine de première classe d'Aile d'Azur, Adrien Dubois se tenait sur une estrade, dans une salle de conférence élégante du siège social de la compagnie, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. Les murs vitrés offraient une vue imprenable sur les toits de Paris, où la tour Eiffel scintillait sous un ciel d'été naissant. À 15 ans, vêtu d'un costume bleu marine taillé sur mesure, un cadeau de sa mère pour l'occasion, Adrien faisait face à un auditoire composé de cadres de la compagnie, de journalistes et de représentants d'associations. Sa voix, d'abord hésitante, gagna en assurance alors qu'il racontait son histoire. L'humiliation d'être accusé sans raison par Madame Claire Beaumont, la douleur d'être jugé pour sa couleur de peau, et sa décision, avec ses parents, de transformer cette injustice en une opportunité de changement. Les regards des spectateurs, mêlés d'admiration et d'émotion, lui donnaient la force de continuer. Ce jour-là, Adrien n'était pas seulement un adolescent. Il était la voix d'une génération déterminée à faire évoluer les mentalités dans une France où l'égalité, bien que proclamée, restait parfois un idéal inachevé. La salle, décorée avec sobriété dans le style épuré, typique des grandes entreprises parisiennes, vibrait d'une énergie particulière. Des affiches annonçaient le lancement de la fondation Elles Égales, une initiative portée par la famille Dubois pour lutter contre les discriminations dans l'industrie des transports. Adrien conclut son discours par une phrase qui résonna longtemps après qu'il eut reposé le micro. Ce n'est pas en punissant les gens comme Madame Beaumont qu'on changera le monde, mais en leur donnant une chance de comprendre leurs erreurs et de devenir meilleurs. Les applaudissements éclatèrent, chaleureux, et Adrien sentit ses joues s'empourprer. Il chercha du regard ses parents dans la foule. Étienne, président d'Aile d'Azur, hocha la tête avec fierté, tandis que Camille, toujours aussi imposante dans son rôle d'avocate, lui adressa un sourire encourageant. Le chemin vers cette journée n'avait pas été facile. Après l'atterrissage à Paris dans le jet privé, Adrien avait passé les premières semaines des vacances de printemps à jongler entre ses émotions.
L'incident sur le vol l'avait ébranlé plus qu'il ne voulait l'admettre. Les réseaux sociaux, bien que remplis de messages de soutien, regorgeaient aussi de commentaires haineux, certains reprenant les accusations de Claire Beaumont, d'autres attaquant Adrien et sa famille avec des insultes racistes. Camille avait rapidement fait retirer le post diffamatoire de Claire et Aile d'Azur avait émis un communiqué condamnant son comportement, mais le mal était fait. Adrien avait vu son visage circuler sur Twitter, accompagné de spéculations sur son « droit à être en première classe ». Chaque notification était comme une piqûre, un rappel qu'il était jugé non pour ce qu'il faisait, mais pour ce qu'il était. À l'Académie Saint-Exupéry, où Adrien était retourné après les vacances, la situation était tout aussi complexe. Antoine Beaumont, le fils de Claire, était dans sa classe, et les rumeurs sur l'incident s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans les couloirs de l'école. Certains camarades, curieux, posaient des questions maladroites. « C'est vrai que ton père possède une compagnie aérienne ?» D'autres, influencés par leurs parents ou par les réseaux sociaux, le regardaient avec méfiance, comme s'il était un intrus dans cet établissement élitiste. Antoine, un garçon discret aux cheveux blonds et au regard fuyant, évitait Adrien autant que possible. Lors d'un cours de physique, alors qu'ils étaient assignés à un projet de groupe, Antoine murmura « Je ne voulais pas que ça arrive, tu sais. Ma mère, elle est comme ça parfois. » Adrien, pris de court, ne sut que répondre. Il ne voulait pas blâmer Antoine, mais il ne pouvait ignorer la tension entre eux. Camille et Étienne, conscients des défis auxquels leur fils faisait face, organisèrent une réunion avec la direction de l'école pour discuter de l'incident et de son impact. Ils insistèrent pour qu'un atelier sur la diversité et les préjugés soit intégré au programme, une idée qu'Adrien avait proposée lors d'une de leurs discussions familiales. « Si je dois retourner là-bas, je veux que ça serve à quelque chose », avait-il dit à ses parents. « Je ne veux pas juste être le garçon de l'avion, je veux que les gens apprennent de ce qui s'est passé. » Camille, impressionnée par la maturité de son fils, contacta Madame Élise Moreau, l'enseignante à la retraite qui avait pris sa défense sur le vol. Élise, ravie de contribuer, accepta de devenir consultante pour la fondation Elles Égales, apportant son expertise en pédagogie pour concevoir des ateliers éducatifs. Monsieur Laurent, le chef cuisinier étoilé, rejoignit également l'initiative, proposant d'organiser des événements caritatifs pour financer la fondation. La cuisine réunit les gens, avait-il déclaré lors d'une réunion préparatoire dans son restaurant lyonnais où il avait servi à Adrien et à sa famille un menu de dégustation mémorable. « Si je peux utiliser mes plats pour ouvrir des conversations sur l'égalité, je le ferai. » Sa générosité et son charisme ajoutèrent une touche d'humanité à la mission des Dubois, transformant la fondation en un projet qui alliait rigueur juridique et chaleur culturelle, une combinaison typiquement française. Pendant ce temps, mademoiselle Inès Leroux, la journaliste indépendante, publia un article percutant dans Le Monde, intitulé « Un siège en première classe, une leçon sur les préjugés ». L'article, qui relatait l'incident avec une précision implacable, évitait le sensationnalisme au profit d'une analyse lucide des dynamiques raciales dans les espaces privilégiés. Inès avait interviewé Adrien, avec l'accord de ses parents, ainsi que Sophie et Paul, les membres d'équipage, et plusieurs passagers, dont Élise et Laurent. Elle avait également contacté Claire Beaumont, qui avait refusé de commenter, mais l'article incluait une capture d'écran de son post Twitter, désormais supprimé, comme preuve de ses accusations. L'article devint viral, déclenchant des débats dans les cafés parisiens, sur les plateaux de télévision et dans les groupes WhatsApp des lycéens. Certains louaient le courage d'Adrien, d'autres critiquaient Aile d'Azur pour ne pas avoir agi plus vite, et une minorité défendait Claire, arguant qu'elle avait simplement exprimé une inquiétude légitime. La pression publique obligea Claire à sortir du silence. Lors d'une interview télévisée sur une chaîne nationale, elle présenta des excuses publiques, mais celles-ci sonnaient creuses, teintées de justification. « Je n'ai jamais voulu offenser quiconque », déclara-t-elle, les yeux brillants de larmes soigneusement calculées. « J'étais fatiguée, stressée, et j'ai mal interprété la situation. » Adrien, qui regardait l'interview avec ses parents dans leur appartement haussmannien du 6e arrondissement, secoua la tête. « Elle ne comprend toujours pas, murmura-t-il. » Camille posa une main sur son épaule. « Pas encore, mais nous allons l'y aider. » La fondation Elles Égales, officiellement lancée lors de la conférence, avait déjà établi un partenariat avec des associations comme SOS Racisme
et la Ligue des droits de l'homme. L'un de ses premiers projets était un programme pilote de formation à la sensibilisation aux préjugés, destiné aux employés des compagnies aériennes et aux passagers impliqués dans des incidents discriminatoires. Claire Beaumont, sous la pression de la plainte déposée par Camille et de l'interdiction de vol d'ailes d'Azur, accepta de participer au programme. Lors de la conférence, elle monta sur scène après Adrien, visiblement nerveuse, ses mains serrant un texte préparé. « Ce que j'ai fait était mal », commença-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai jugé un jeune homme sur des suppositions infondées, et j'ai causé du tort non seulement à lui, mais à tous ceux qui ont été témoins de mes actions. Je m'engage à apprendre et à changer. » Les réactions dans la salle furent mitigées. Certains applaudirent son courage, d'autres restèrent sceptiques, estimant que ses excuses étaient motivées par la peur des conséquences judiciaires. Adrien, assis au premier rang, observait Claire avec un mélange de prudence et d'espoir. Il ne voulait pas la haïr. Comme il l'avait dit dans son discours, il croyait en la possibilité de rédemption. Mais il savait que le chemin serait long, non seulement pour Claire, mais pour une société où les préjugés restaient profondément ancrés. De retour à Saint-Exupéry, Adrien organisa un atelier avec l'aide d'Élise, invitant Claire à partager son expérience comme un témoignage vivant des dangers des préjugés. L'idée était audacieuse, presque controversée, mais Adrien insista. Si elle parle aux élèves, peut-être qu'Antoine et les autres comprendront mieux. L'atelier, tenu dans l'auditorium de l'école, attira une foule d'élèves et de professeurs curieux. Claire, visiblement mal à l'aise, raconta son erreur, décrivant comment ses suppositions sur Adrien avaient été influencées par des stéréotypes inconscients. Antoine, assis au fond, les joues rouges, évitait le regard de ses camarades. Mais à la fin de l'atelier, il s'approcha d'Adrien. « Je suis désolé pour ce que ma mère a fait », murmura-t-il. « Et merci de ne pas m'avoir exclu. » Adrien hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « On est dans la même classe. On doit avancer ensemble. » L'atelier marqua un tournant. Les élèves, d'abord réticents, commencèrent à poser des questions, partageant leurs propres expériences de préjugés, qu'ils en aient été victimes ou témoins. Élise, qui animait la discussion, guida les échanges avec la sagesse d'une enseignante chevronnée, encourageant une réflexion collective. L'événement fut couvert par Inès dans un article de suivi qui souligna le rôle des jeunes dans la lutte contre les discriminations. Adrien Dubois, à seulement 15 ans, montre que le changement commence par le courage de confronter l'injustice, non pas avec colère, mais avec dialogue, écrivit-elle. La fondation Ailes Égales gagna rapidement en visibilité. Ailes d'Azur annonça des réformes internes, incluant des formations obligatoires pour tout le personnel et une révision des protocoles de gestion des plaintes. D'autres compagnies aériennes, sous la pression de l'opinion publique, commencèrent à suivre l'exemple. Laurent organisa un gala de charité dans son restaurant, où des chefs étoilés de toute la France préparèrent un menu inspiré des cuisines du monde, un symbole d'unité culturelle. Les fonds récoltés financèrent des bourses pour des étudiants issus de milieux défavorisés, une cause qui tenait à cœur à Adrien, qui savait que sa propre bourse à Saint-Exupéry avait changé sa vie. À la fin de l'été, Adrien retrouva ses amis du quartier dans un café animé du 20 arrondissement. Assis autour d'une table encombrée de croissants et de café crème, ils plaisantaient et partageaient des histoires, loin du tumulte de l'incident. Pourtant, Adrien savait qu'il n'était plus tout à fait le même. L'expérience l'avait transformé, lui donnant une voix qu'il n'avait pas pleinement réalisé posséder. Il repensait souvent à Claire, à Antoine, et au visage des passagers dans l'avion, ceux qui l'avaient soutenu, comme Élise et Laurent, et ceux qui étaient restés silencieux. Il savait que le combat pour l'égalité était loin d'être terminé, mais il se sentait prêt à y contribuer, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été jugés injustement. Alors que le soleil se couchait sur Paris, baignant les toits d'une lueur dorée, Adrien reçut un message d'Inès. « Ton histoire inspire des milliers de personnes. Prêt pour la prochaine étape ?» Il sourit, tapant une réponse rapide. « Prêt. » La fondation Ailes Égales n'était que le début et Adrien, avec le soutien de sa famille et d'alliés inattendus, était déterminé à laisser une marque durable dans un monde qui, lentement mais sûrement, apprenait à voler plus haut vers une justice plus grande. L'histoire d'Adrien Dubois, ce jeune adolescent de 15 ans confronté à une injustice raciale dans la cabine de première classe d'un vol d'ailes d'Azur, m'a profondément marqué, comme un miroir tendu à la société française d'aujourd'hui, révélant à la fois ses failles et son potentiel de transformation.
À travers les 3 chapitres de Un siège en première classe, ce récit ne se contente pas de raconter l'expérience d'un individu. Il expose des tensions sociales profondes, des préjugés ancrés et surtout une voie vers le changement à travers la dignité, le dialogue et l'action collective. En tant que spectateur de cette histoire, j'ai traversé une palette d'émotions, indignation face à l'injustice, admiration pour la résilience d'Adrien, espoir devant sa capacité à transformer l'adversité en progrès, et j'en ai tiré des leçons précieuses, enracinées dans les valeurs françaises d'égalité, de liberté et de fraternité, qui peuvent guider notre manière de vivre et d'agir au quotidien. Dès le début, lorsque Claire Beaumont, incarnation d'un certain privilège parisien avec son tailleur Chanel et son foulard Hermès, commence à harceler Adrien en raison de sa couleur de peau, une colère sourde m'a envahi. Ses insinuations, vérifications répétées de son billet, commentaires sur ses gadgets trop coûteux pour un adolescent noir, accusations publiques sur Twitter, reflètent un racisme subtil mais insidieux, celui qui se dissimule derrière des phrases comme « Je ne suis pas raciste, mais… » Ce comportement, dans l'espace raffiné de la première classe, censé symboliser l'élégance, est d'autant plus choquant qu'il révèle une vérité dérangeante. En France, malgré les idéaux républicains d'égalité, les préjugés raciaux persistent dans les transports, les écoles, les lieux de travail. La publication de la photo d'Adrien sur les réseaux sociaux, l'accusant sans preuve d'être « suspect », m'a particulièrement révolté. Cette violation de l'intimité d'un mineur, amplifiée par la viralité du numérique, montre comment la technologie peut devenir une arme, transformant une injustice individuelle en un spectacle public. Dans une société française où les débats sur la vie privée et la liberté d'expression sont constants, cet acte m'a fait réfléchir à la responsabilité que nous portons dans nos interactions en ligne. J'ai ressenti une profonde empathie pour Adrien, forcé de naviguer cette humiliation publique à un âge où l'on construit encore son identité, confronté à des commentaires haineux qui reprenaient les stéréotypes de Claire ou attaquaient sa famille. Pourtant, au-delà de l'indignation, l'histoire m'a inspiré une admiration immense pour la dignité d'Adrien. Face aux accusations, il reste calme, répondant avec assurance et politesse, comme lorsqu'il déclare « Mes parents travaillent dur, ils récompensent mes efforts ». Cette retenue, dans la culture française où l'éloquence et la maîtrise de soi sont valorisées, évoque des figures comme Jean Jaurès ou Simone Veil, capables de défendre leurs convictions avec force tout en restant mesurés. Adrien ne se contente pas de se défendre. Il affirme sa valeur et celle de sa famille, défiant les stéréotypes avec une simplicité désarmante. Cette dignité sous pression m'a rappelé que, face à l'injustice, la colère peut être légitime, mais c'est la manière dont nous la canalisons qui définit notre impact. La solidarité des autres passagers m'a également touché. Madame Élise, l'enseignante à la retraite, avec sa sagesse pédagogique, et Monsieur Laurent, le chef cuisinier lyonnais au franc-parler, incarnent la fraternité, une valeur fondamentale de la République. Leur intervention spontanée, Élise dénonçant le harcèlement racial, Laurent défendant Adrien avec verve, montre que la France, malgré ses divisions, abrite des individus prêts à se lever contre l'injustice, même dans un espace confiné comme une cabine d'avion. Cette solidarité collective, dans un pays où les débats sur l'intégration et la diversité sont souvent polarisés, est une lueur d'espoir, un rappel que le changement passe par des actes, même petits, de ceux qui refusent de rester silencieux. Le 3e chapitre, où Adrien transforme son expérience en une force pour le changement à travers la Fondation Elles Égales, m'a rempli d'optimisme. Cette initiative, portée par une famille unie et soutenue par des alliés comme Inès, la journaliste, reflète une approche typiquement française, allier l'idéalisme républicain à une action concrète. La création d'un programme de sensibilisation aux préjugés, auquel Claire participe, est particulièrement frappante. Plutôt que de chercher la vengeance, Adrien et ses parents choisissent l'éducation, une valeur centrale dans la culture française, où l'école est vue comme un pilier de la citoyenneté. Cette démarche m'a rappelé les mots de Victor Hugo. Ouvrir une école, c'est fermer une prison. En offrant à Claire une chance de comprendre ses erreurs, Adrien incarne une vision de la justice qui répare plutôt que de punir. L'atelier à l'Académie Saint-Exupéry, où Adrien invite Claire à partager son témoignage, est un moment clé. Ce geste audacieux montre que le changement commence par le dialogue, même avec ceux qui nous ont blessés. Dans un contexte français où les débats sur l'identité nationale et l'intégration peuvent être explosifs, cette approche inclusive
axée sur la compréhension mutuelle, est une leçon pour nous tous. L'image d'Antoine, le fils de Claire, s'excusant auprès d'Adrien, m'a ému, montrant qu'il est possible de construire des ponts, à condition de faire preuve d'ouverture et de patience. L'article d'Inès dans Le Monde, intitulé « Un siège en première classe, une leçon sur les préjugés », a amplifié cette histoire, déclenchant des débats dans les cafés parisiens, sur les plateaux télévisés et dans les groupes WhatsApp des lycéens. Cette couverture médiatique, typique d'une France où la presse joue un rôle clé dans les débats sociaux, montre le pouvoir des récits pour provoquer une réflexion collective. Les excuses publiques de Claire, bien que mitigées, et sa participation au programme de sensibilisation m'ont fait réfléchir à la difficulté, mais aussi à la nécessité, de donner une seconde chance. L'histoire d'Adrien m'a conduit à tirer plusieurs leçons pratiques pour la vie quotidienne. D'abord, nous devons cultiver la conscience de nos propres préjugés. Comme Claire, nous pouvons tous être influencés par des stéréotypes inconscients. En France, où l'universalisme républicain prône l'égalité, il est facile de nier ces biais, mais l'histoire nous pousse à questionner nos jugements. Pourquoi supposons-nous qu'une personne n'a pas sa place dans un contexte donné? Cette introspection, bien que difficile, est essentielle pour briser les cycles de discrimination, que ce soit dans les transports, au travail ou dans nos cercles sociaux. Ensuite, Adrien nous enseigne que la dignité est une arme puissante. Face à des remarques blessantes ou des accusations injustes, répondre avec calme et assurance peut désarmer l'adversaire et rallier des alliés. Dans la culture française, où l'éloquence et la retenue sont valorisées, cette approche est particulièrement pertinente, que ce soit dans une discussion professionnelle ou une confrontation personnelle. La solidarité collective, illustrée par Élise, Laurent et Inès, est une autre leçon clé. En France, où l'engagement citoyen, des manifestations aux pétitions, est une tradition, nous pouvons tous jouer un rôle en dénonçant les discriminations. Cela peut être aussi simple que soutenir un collègue injustement critiqué ou signaler un comportement inapproprié dans un espace public. De plus, l'histoire montre l'importance de transformer l'adversité en action positive. La fondation Elles Égales, créée par les Dubois, est un exemple inspirant. Nous pouvons appliquer cela en canalisant nos frustrations dans des initiatives concrètes. Organiser un débat dans notre communauté, soutenir une association ou éduquer nos proches sur des enjeux sociaux. Enfin, privilégier le dialogue et l'éducation, comme Adrien l'a fait en invitant Claire à l'atelier, est essentiel. Organiser des discussions informelles dans nos écoles ou lieux de travail peut déconstruire les préjugés à l'image de ce que la Fondation Elles Égales a entrepris. Cette histoire n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Elle nous rappelle que la France, avec son héritage de droits humains, a encore du chemin à parcourir pour incarner ses idéaux. Mais elle montre aussi que le changement est possible, à condition que chacun y prenne part. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à agir. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour montrer votre soutien à cette histoire d'espoir et de justice. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues. Chaque partage amplifie le message d'égalité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants qui nous poussent à réfléchir et à agir. Et surtout, laissez un commentaire. Partagez vos expériences, vos réflexions ou vos idées pour rendre notre société plus inclusive. Ensemble, comme Adrien, Élise, Laurent et Inès, nous pouvons faire voler le monde un peu plus haut, vers un avenir où chacun a sa place, en première classe ou ailleurs.